Alors les enseignements qu'on doit en tirer, parce que vous savez bien que les Français regardent avec beaucoup de regrets, sans doute ce Brexit, n'empêche que certains se disent peut-être que ça peut nous arriver, et on est entre l'attachement renouvelé à l'Union, au projet, en voyant les risques que courent les Anglais en sortant, et en même temps une forme de défiance. Quels enseignements nous devons en tirer? Certains appellent au Frexit. D'abord, j'observe que ceux ou celles qui évoquaient la sortie de la France de l'euro ou de l'Europe, on ne les entend plus sur ce point. Et c'est la même chose en Italie ou dans d'autres pays. C'est peut-être aussi, je ne l'ai pas fait exprès d'ailleurs, simplement la pédagogie de cette négociation qui montre qu'est-ce que ça veut dire d'être dedans et qu'est-ce que ça veut dire d'être dehors. Et ce n'est pas la même chose. On ne peut pas être dehors et avoir les mêmes avantages, ni les mêmes disciplines d'ailleurs, que lorsqu'on est dedans. Donc c'est ça qui apparaît aujourd'hui et depuis 2 ans dans cette négociation. Néanmoins, lorsque j'ai eu l'honneur d'être votre ministre et dans toutes mes autres fonctions, je n'ai jamais dit, et je ne pense pas que tout soit parfait à Bruxelles. Je pense qu'il y a plein de choses à Bruxelles qu'il faut corriger. Il y a eu des erreurs importantes. L'une de ces erreurs, puisque je peux le dire franchement, elle est fondamentale et on la corrige petit à petit, c'est d'avoir cédé aux sirènes de l'ultralibéralisme. Au moment de la mondialisation, au moment de l'éclatement du bloc, enfin de ce monde, Christiane, assez stable au fond, entre américains d'un côté et soviétiques de l'autre, en 89-90, avec la rupture du mur de Berlin, ce monde bipolaire ou binaire a explosé. Et c'est ce qu'on appelle la globalisation et la mondialisation. Les échanges se sont multipliés avec des progrès. D'ailleurs, il y a 600 ou 700 millions de citoyens du monde qui sont sortis de l'extrême pauvreté. Les échanges produisent du progrès. Mais tout ça s'est accompagné, de mon point de vue, je m'exprime à titre personnel, d'une tendance encouragée à Bruxelles et par beaucoup de gouvernements de droite et de gauche, y compris les nôtres en France, à un excès de libéralisme, à détricoter les régulations et la gouvernance. Et ça vaut aussi dans le détricotage des outils de gestion en matière agricole, dans certains domaines. Ça a été une erreur majeure. Parce que qu'est-ce qui est arrivé en 2007-2008 quand la crise financière nous est tombée dessus? Cette crise, elle n'est pas tombée du ciel. Elle a été provoquée par le comportement irresponsable et je dirais dans certains cas criminels d'un certain nombre de banquiers qui se sont crus tout permis dans ce monde, ou plutôt à qui on a tout permis, à force d'avoir dérégulé, supprimé la supervision, les règles de gouvernance et l'esprit de responsabilité. Je dis ça en connaissance de cause parce que moi je suis devenu commissaire européen au marché intérieur et aux services financiers en 2010, avec la confiance du président Sarkozy à l'époque. Et j'ai dû, parce que c'était mon boulot, reconstruire toute l'architecture de régulation dans la suite du G20, des décisions du G20 au milieu de la crise. Et nous avons proposé, j'ai proposé 41 lois de régulation, 41 lois européennes, pour remettre de l'ordre, de la responsabilité, de la transparence, si je puis dire un peu d'éthique ou de morale, là où elles avaient disparu dans les milieux financiers. 41 lois, donc d'ailleurs 39 ont été adoptées, y inclus avec les Britanniques. Donc c'est un travail, j'ai appris à connaître les Britanniques à ce moment-là. Donc ça, c'est une erreur majeure. Et nous corrigeons pour revenir aux fondations de l'Europe qu'on a abandonnées ou qu'on a laissées de côté, qui sont les fondations de l'économie sociale de marché, compétitive. Les 4 mots sont importants, pas seulement un ou deux. Économie, sociale, marché, compétitif. Voilà. Donc on est en train d'y revenir, mais ça, c'est une erreur. Voilà, il y a plein d'autres erreurs, parmi lesquelles je voudrais dire aussi l'absence de débat démocratique sur l'Europe. Christine Lambert a été aussi beaucoup plus jeune à une époque, comme moi, et je me souviens très précisément d'un moment où j'étais ministre des Affaires européennes en 95-96, parce que j'avais appris en Savoie à écouter, à me faire engueuler de temps en temps sur l'Europe. Et je me disais, c'est pas possible qu'on ne parle de l'Europe qu'au moment des crises, la vache folle, au moment d'un référendum, réussi ou raté, au moment d'une guerre.
on ne doit pas parler de l'Europe seulement au moment tragique ou dramatique, on doit en parler tout le temps, puisque vous vivez avec des normes, des standards européens, vous vivez avec des concurrences loyales ou déloyales au niveau européen. 60% des lois, des normes sont élaborées, mesdames et messieurs, non pas par les autres, sans nous, par nous, avec les autres, à Bruxelles, à la Commission, au Parlement et au Conseil des ministres. Donc j'avais lancé à l'époque le dialogue national pour l'Europe, et Christiane, présidente des JA, avec le président des maires de France à l'époque et l'ancien ministre socialiste, M. Curien de la Recherche, vous aviez été témoins, les grands témoins de ce dialogue et de sa sincérité. Et j'avais trouvé beaucoup d'enseignements dans ce dialogue. Mesdames, Messieurs, le pire pour l'Europe, c'est le silence. C'est le silence qui nourrit les peurs, c'est le silence qui nourrit la démagogie, qui inquiète. J'ai en tête une phrase du général de Gaulle qui a beaucoup compté pour moi dans mon engagement politique et qui disait « Il faut combattre la démagogie par la démocratie ». Et il n'y a pas seulement de la démagogie, hein, quand j'entends les craintes ou les peurs. Il y a de vraies craintes. Je voudrais juste vous dire que je me suis intéressé aux raisons du Brexit en comparant aussi des votes chez nous un peu parallèles. Dans les régions les plus pauvres du Royaume-Uni, ce sont les gens les plus pauvres, les plus isolés qui ont voté pour le Brexit. Parce qu'ils ont voulu dire que l'Europe ne les protégeait pas de la mondialisation, que l'industrie avait disparu, sans parler de l'agriculture. Et j'ai observé des sentiments parallèles dans certaines régions de France, dans le Hauts-de-France ou en Picardie ou ailleurs. Quand on regarde les courbes du vote de l'extrême droite de Mme Le Pen, il faut comprendre ces votes. Il ne suffit pas de dire c'est du populisme, c'est de l'extrême droite, il faut comprendre et répondre. Ces courbes, elles suivent trois autres courbes. Elles suivent la courbe du chômage. La deuxième courbe que le vote Le Pen suit, c'est la courbe qui indique la distance de votre maison à un médecin. Et la quatrième courbe, c'est la courbe qui traduit la distance de votre maison à une gare. Ça, c'est le sentiment d'être laissé de côté, d'être abandonné. Et il y a des réponses. Et pour qu'il y ait des bonnes réponses, il faut écouter et répondre et comprendre. Donc c'est ça que je voudrais dire dans les leçons du Brexit, que j'ai eu l'occasion de m'exprimer à titre personnel comme homme politique sur ces questions. Il y a des réponses au niveau européen, moins de naïveté dans nos échanges commerciaux. Le président de la République, M. Macron, a fait voter et a soutenu il y a quelques jours, enfin, un contrôle des investissements étrangers en Europe, qu'on sache enfin qui achète quoi chez nous. Quels sont les actifs stratégiques qui peuvent partir dans la main d'un certain nombre de groupes ou de personnes extérieures à l'Europe. Il y a des réponses nationales. Personne n'a obligé la France à abandonner une partie de son industrie. Il y a des réponses régionales sur les transports, des réponses locales sur les circuits courts ou sur l'Internet. Mais il y a des réponses. Je suis sûr qu'il faut apporter des réponses.